La première fois que j'ai senti que quelque chose n'allait pas, c'est quand le téléphone a vibré à 3 heures du matin. J'étais allongé dans le noir, et Catherine dormait à côté de moi, respirant régulièrement, comme si de rien n'était. L'écran a illuminé la chambre une seconde. Une notification de paiement de péage autoroutier. Notre Renault aurait dû être au parking en sous-sol de l'immeuble, dans le 15e arrondissement, silencieuse et froide comme toujours à cette heure. Je me suis tourné sur le côté et j'ai fermé les yeux, me disant que c'était sûrement une erreur système. Une notification en retard de la veille. Mais une semaine plus tard, une deuxième est arrivée. Puis une troisième. Toujours la nuit, toujours aux mêmes heures, entre 22 heures et 1 heure du matin. J'ai commencé à les noter dans mon téléphone, sans plan précis, juste pour voir si c'était vraiment une tendance ou si c'était ma tête qui faisait des heures supplémentaires. Catherine disait qu'elle travaillait beaucoup ces derniers temps, qu'elle avait un projet avec un client de Lyon, qu'elle rentrait tard parce qu'il devait finir des présentations. Je la croyais. Je voulais la croire. Un soir, alors qu'elle était censée être à une réunion avec ce client, je suis descendu au parking. La voiture était à sa place. J'ai regardé dans le coffre sous prétexte de chercher des câbles de démarrage. En réalité, je voulais voir si je pouvais y cacher quelque chose. J'ai trouvé sur Internet un petit traceur GPS, discret, à pile, qu'on peut fixer sous la moquette. Il ne coûtait pas cher mais promettait beaucoup. Je l'ai commandé le jour même. Quand le colis est arrivé, j'ai attendu que Catherine sorte faire des courses. Je suis allé au parking, j'ai ouvert le coffre et j'ai glissé le traceur sous le tissu de la moquette, là où personne ne regarderait, sauf en cherchant spécifiquement. J'ai lancé l'application sur mon téléphone. Un petit point rouge est apparu sur la carte de Paris, exactement là où était notre voiture. Ça fonctionnait. Pendant les 2 semaines suivantes, j'ai observé ce point comme hypnotisé. Catherine partait le soir, disant qu'elle allait au bureau ou à des réunions. Le point montrait un trajet vers le sud de la ville, vers Arpajon parfois plus loin, en direction d'Étampes. Pas vers un bureau, vers des hôtels de bord de route. Toujours les 2 ou 3 mêmes endroits. La voiture y restait 2 ou 3 heures, parfois plus. Puis elle revenait. Et elle rentrait à la maison, disait qu'elle était épuisée, que le travail la tuait, m'embrassait sur la joue et allait sous la douche. Je la regardais s'asseoir à table, manger le dîner que je lui avais préparé, un gratin dauphinois comme elle aimait, et je sentais quelque chose se glacer en moi. Pas de la colère. Pas encore. C'était quelque chose de plus lourd, comme si du fer fondait dans mon sang. J'ai commencé à vérifier les relevés de notre carte de crédit commune. De petits montants, mais toujours aux mêmes endroits. Distributeurs automatiques près des motels, la station-service Total Energies à côté, une fois même un café à minuit dans un bar de station-service. Je me suis rendu compte que j'avais arrêté de lui parler normalement. Je répondais brièvement quand elle demandait comment s'était passée ma journée. Je souriais artificiellement quand elle parlait de son travail. À l'intérieur, je rassemblais des preuves comme quelqu'un qui prépare un dossier pour le tribunal. Chaque notification de péage était enregistrée. Je faisais des captures d'écran des localisations. J'imprimais les relevés de cartes et je les cachais dans un tiroir de mon bureau, dans un classeur intitulé « Facture, voiture ». Personne ne regarde jamais là-dedans. Une nuit, alors qu'elle était de nouveau sortie et que le point s'était arrêté près d'un motel vers Étampes, je me suis assis près de la fenêtre avec une tasse de thé froid et j'ai regardé la ville. Les phares des voitures glissaient en bas comme de petits insectes dorés. Je sentais un vide dans mon estomac, mais il n'y avait pas de désespoir. Il y avait de la clarté. Pour la première fois depuis des mois, je respirais profondément, calmement, avec un plan. Je savais ce que je faisais. Je savais ce qui se passait. Et le savoir, même douloureux, est meilleur que de vivre dans le mensonge. Je n'avais pas l'intention de la confronter. Pas maintenant. Pas encore. J'ai décidé de tout rassembler, chaque détail, chaque point sur la carte. Je voulais que, le moment venu, il n'y ait pas de place pour les excuses, les explications, les larmes qui pourraient m'affaiblir. Elle avait ses secrets, et j'avais ma carte, mes chiffres, mes preuves. J'attendais comme un démineur qui connaît chaque câble de la bombe et sait qu'il suffit d'un mouvement calme pour tout désamorcer. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un pouce bleu et écrivez dans les commentaires ce que vous auriez fait à ma place. J'ai commencé à tenir des notes comme un comptable. J'ai acheté un simple cahier à grands carreaux, comme ceux que j'utilisais à l'université, et j'y ai fait un tableau. Date, heure de départ,
heure de retour, localisation GPS, temps d'arrêt, montant du péage. À côté, j'écrivais ce que Catherine m'avait dit ce jour-là. Réunion avec le client de Lyon, présentation à corriger, dîner d'affaires avec la chef. Quand j'ai mis ces deux colonnes côte à côte, les mensonges ont commencé à briller, comme des ampoules sur un sapin de Noël. Le 23 février, je dois rester plus tard, on termine le budget pour le prochain trimestre. GPS, motel près d'Arpajon, arrêt de 22h17 à 01h33. Carte de crédit, achat au distributeur automatique, 2 eaux gazeuses et des barres chocolatées, valeur 18 €, heure de la transaction, 22h54. Le 28 février. Ma chef veut me voir après les heures de bureau pour discuter du rapport. GPS. Le même motel, arrêt de 21h05 à 23h48. Carte. Café au bar de la station BP. Valeur 9 €, heure, 20h58. Je ne criais pas. Je ne pleurais pas. Je cataloguais. À chaque nouvelle entrée, je sentais ma douleur se transformer en quelque chose de dur et de simple, comme du métal aiguisé sur une pierre. Ce n'était plus une trahison au sens abstrait. C'était une carte d'événements que je pouvais prouver dans les moindres détails. Les motels n'ont pas de mémoire, c'est vrai. Mais les distributeurs automatiques, les barrières de péage, les cartes de crédit, eux se souviennent de tout. Je lui posais parfois des questions, pour tester. Comment ça s'est passé hier avec cette présentation? Elle répondait avec fluidité, sans hésitation. Long, mais ils ont enfin approuvé le budget. Je la regardais dans les yeux et je voyais à quel point elle était sûre que je la croyais. Peut-être qu'elle pensait que j'étais naïf. Peut-être qu'elle pensait m'avoir dans sa poche. Peut-être qu'elle ne pensait pas du tout à moi. C'était le pire, la conscience que pour elle, tout cela était si facile. À ce moment-là, j'ai décidé que je ne laisserais pas cette situation me détruire. Je me levais à 6 heures du matin et je courais le long de la Seine, du pont Mirabeau jusqu'au Trocadéro et retour. 10 kilomètres chaque jour. Je rentrais en sueur, fatigué, mais avec la tête aussi claire qu'après 10 heures de sommeil. Je préparais le petit déjeuner, œufs brouillés à la ciboulette, baguettes fraîches de la boulangerie du coin, café de la machine que nous avions reçu pour notre mariage. Je mangeais lentement, je lisais les nouvelles. Je répondais aux emails professionnels avec un calme olympien, comme si de rien n'était. Quand Catherine descendait à la cuisine le matin, souvent endormie et agacée, elle trouvait le petit déjeuner prêt sur la table. « Bonjour », disais-je en l'embrassant sur le front. Elle me regardait, surprise. « Tu n'aurais pas dû », disait-elle. « Je voulais », répondais-je. Et c'était la vérité. Je le voulais. Je voulais que, lorsque le moment de la confrontation viendrait, personne ne puisse dire que j'avais été un mauvais mari, négligent, agressif. Je voulais être irréprochable. J'arrosais les géraniums sur le balcon, ceux que Catherine avait achetés il y a 2 ans et qu'elle avait oubliés après 2 semaines. Maintenant, ils fleurissaient d'un rouge vif. Je nettoyais l'appartement, je passais l'aspirateur, je faisais la poussière, je sortais les poubelles, je faisais les courses. J'étais le partenaire idéal. Et ce n'était pas un jeu d'acteur. C'était la construction des fondations pour ce qui allait arriver. La vertu n'est pas une faiblesse, la vertu est une structure. Je maintenais le toit au-dessus de nos têtes, jusqu'à ce que je décide quand j'en sortirais, selon mes propres termes. J'ai trouvé sur Internet le nom du type avec qui elle sortait. Ce n'était pas difficile. Catherine avait laissé son Messenger ouvert sur l'ordinateur portable quand elle est allée aux toilettes. Je n'ai pas lu les messages, je n'en avais pas besoin. J'ai vu l'avatar, un type d'une 30aine d'années, lunettes de soleil devant un lac. Prénom, Martin. J'ai cliqué sur le profil. Il travaillait dans la même entreprise qu'elle, département informatique. Sur les photos, toujours seul, aucune partenaire. Statut, en couple. Quelle ironie. Je n'avais pas l'intention de le chercher, de le confronter, de me battre. C'était inutile. Ce n'était pas lui le problème. Le problème, c'était Catherine, qui avait décidé de faire tout ça, qui me regardait dans les yeux et mentait pendant que je mangeais le gratin que j'avais cuisiné pour elle, qui dormait dans notre lit en pensant à quelqu'un d'autre. Non, la colère n'était pas la solution. La solution, c'était la précision. J'ai enregistré chaque trajet dans un tableur. J'ai créé une carte dans Google My Maps, j'ai marqué chaque point, chaque arrêt. Cela ressemblait à un rapport d'enquête. Et c'était exactement ça. J'étais l'enquêteur de ma propre vie.
rassemblant des preuves contre la femme que j'avais aimée, ou que j'aimais peut-être encore. Je n'étais pas sûr. Je savais seulement que je ne méritais pas ce qu'on me faisait. Abonnez-vous, laissez un pouce bleu et dites-moi si j'ai eu raison de rassembler des preuves en silence. Quand un homme sait que son mariage est un mensonge, il a deux options. Soit il s'effondre, soit il élabore un plan. J'ai choisi la seconde. Non pas parce que j'étais fort, mais parce que l'humiliation vous enferme de l'intérieur comme une spirale, et je n'avais pas l'intention d'y rester piégé. J'ai commencé à concevoir ma sortie comme si j'assemblais un meuble en kit, étape par étape, aucun élément superflu, tout doit s'emboîter parfaitement. La première chose était la sécurité financière. Notre carte de crédit commune, notre compte joint, tout cela pouvait disparaître en un instant si Catherine réalisait que je savais quelque chose. Je suis allé dans une banque du centre-ville, une agence où je n'étais jamais allé, et j'ai ouvert un compte à mon seul nom. Un compte d'épargne simple, rien de spécial. J'ai commencé à y virer de petites sommes de mon salaire, des montants dont l'absence ne se remarquerait pas. 500 € par-ci, 300 par-là. En 2 mois, j'avais mis de côté plus de 3000 €. C'était mon fonds de sécurité, mon matelas au cas où tout s'effondrerait plus vite que prévu. J'ai fait des copies de tous les documents. L'acte de mariage, les relevés de compte, le bail de l'appartement que nous louions dans le 15e. J'ai tout scanné, sauvegardé dans un dossier sur Google Drive, nommé « Documents, archives maison ». Personne ne regarde ce genre de dossier, car ils ont l'air d'être la chose la plus ennuyeuse au monde. Et pourtant, il y avait là les preuves de chaque euro, de chaque décision commune, de chaque signature. Puis ce fut le tour de la voiture. Cette voiture était à nos 2 noms, mais les factures, les contrôles techniques, l'assurance, tout était à mon nom. C'était moi qui payais, c'était moi qui m'en occupais. J'ai pensé, qu'elle la garde, qu'elle prenne cette voiture avec toute son histoire. J'ai pris rendez-vous chez un notaire et j'ai préparé les documents pour transférer la propriété à Catherine. J'ai aussi modifié l'assurance pour la mettre comme conductrice principale. Elle ne savait rien. Elle pensait que c'était de la paperasse de routine pour le renouvellement de l'assurance. Mais avant de signer le transfert final de propriété, j'ai fait une dernière chose. J'ai acheté un nom de domaine pour 10 €, quelque chose de simple. historiquedestrajet.fr. J'y ai construit un site simple, rien de sophistiqué, juste une page blanche avec un tableau. Colonne, date, heure, localisation, kilométrage. Chaque ligne correspondait à une sortie, avec les données du traceur GPS et des péages autoroutiers. Sans commentaire, sans émotion. Juste les faits. Titre de la page, historique d'entretien, Renault Clio, AA 123 BB. J'ai généré un code QR menant à cette page. Je l'ai imprimé sur une étiquette autocollante et je l'ai placé dans une pochette en plastique, comme celle pour les manuels d'utilisation. J'ai écrit en haut au marqueur « Historique des trajets, scanné pour voir ». Je l'ai posé sur le tableau de bord côté passager, là où nous gardions toujours les cartes de parking et les reçus de lavage auto. Cela semblait innocent, comme quelque chose qui pourrait aider un mécanicien ou quelqu'un qui achète une voiture d'occasion. Je savais que quelqu'un finirait par le scanner. Peut-être Catherine. Peut-être un membre de la famille qui monterait en voiture avec elle. Peut-être ce Martin. Peu importe. Je savais que lorsque cela arriverait, la page montrerait exactement ce qu'il fallait. Une série de preuves qu'on ne peut ni effacer, ni expliquer, ni qualifier d'erreur. Mais je ne voulais pas que la vérité éclate par hasard, quelque part dans une station-service ou chez un garagiste. Je voulais qu'elle sorte au bon endroit, au bon moment, devant les bons témoins. C'est pourquoi j'ai planifié un dîner. Dimanche, 23 mars. J'ai acheté des fleurs fraîches pour la table, les rideaux étaient lavés, l'appartement brillait de propreté. J'ai invité les parents de Catherine, ma sœur, son frère. Je leur ai dit que je voulais fêter la promotion de Catherine, son travail acharné des derniers mois. Toutes ces soirées passées sur des projets. Tout le monde était ravi. Tout le monde a dit qu'il viendrait. J'ai préparé une blanquette de veau, un plat que ma grand-mère m'avait appris à faire quand j'avais 20 ans. Ça avait le goût de la maison, de la tradition, de quelque chose qu'on ne trahit pas. J'ai mis les assiettes, les verres, les couverts. J'ai acheté du pain frais. Chaque détail était soigné. Ce ne devait pas être un spectacle. Ce devait être un témoignage. Et j'ai préparé le classeur, le même que celui que je gardais dans mon bureau. Blanc, avec une inscription sur la tranche,
documents d'entretien, auto. À l'intérieur, les captures d'écran imprimées du GPS, la carte avec les points marqués, les relevés de cartes de crédit avec les transactions surlignées, la liste des péages. Tout classé par ordre chronologique. Chaque page avait une date et une heure. Aucune accusation. Seulement des données. J'attendais. Je respirais calmement. J'étais prêt. Je n'avais pas l'intention de crier, de jeter des assiettes, de la mettre à la porte. Non. Ce devait être comme ouvrir une fenêtre dans une pièce étouffante. La vérité devait entrer directement, sans excuse, sans embellissement. Et tout le monde devait la voir. Je ne savais pas si Dieu me pardonnerait cette précision. Mais je savais que je devais le faire. Pour moi. Pour pouvoir me regarder dans le miroir et savoir que je ne m'étais pas laissé traiter comme un idiot qui ne voit rien. Pour savoir que la vérité, même douloureuse, est meilleure que de vivre dans un théâtre de mensonges. Abonnez-vous, cliquez sur le pouce bleu et écrivez ce que vous pensez d'un tel plan, honnêtement. Le dimanche arriva, clair et doux, comme si le ciel lui-même n'avait aucune idée de ce que j'avais prévu. Je me suis levé à 7 heures. J'ai préparé le café et j'ai commencé par la cuisine. J'ai nettoyé chaque coin, poli le plan de travail, installé la table au milieu du salon, la nappe blanche que nous avions reçue de la tante de Catherine pour le mariage, les assiettes du service que j'avais achetées spécialement pour cette occasion, blanches avec un délicat bord doré, des fleurs dans le vase, des tulipes jaunes, comme celles que ma mère aimait. Tout devait ressembler à une fête de famille, parce que d'une certaine manière c'en était une. La blanquette mijotait à feu doux depuis la veille au soir. Son odeur remplissait l'appartement. La viande, les carottes, les oignons, le laurier. C'était un plat qu'on fait pour la famille, pour les gens qu'on aime. Et aujourd'hui, elle allait être le témoin de quelque chose auquel personne ne s'attendait. J'avais aussi acheté une bonne baguette tradition, car je savais que le père de Catherine adorait saucer la blanquette avec du pain frais. Et c'était la dernière fois que j'avais l'intention de faire ça pour lui. Catherine s'est levée vers 10 heures, ensommeillée dans un vieux t-shirt et un short. Elle a vu la table mise et a froncé les sourcils. « Qu'est-ce qui se passe ?» a-t-elle demandé. « C'est le dîner aujourd'hui, tu te souviens ?» ai-je répondu calmement en remuant la blanquette. « J'ai invité tes parents, ma sœur, ton frère. Je veux fêter ta promotion. » Elle m'a regardé un instant, comme si elle essayait de se rappeler de quoi je parlais. « Ah oui, c'est vrai, » dit-elle finalement. J'avais oublié. Bien sûr qu'elle avait oublié. Elle avait passé les dernières semaines à construire des mensonges, pas à se souvenir de promotions fictives. À 14 heures, les invités ont commencé à arriver. Le premier fut Pierre, le frère de Catherine, avec une bouteille de vin rouge. Puis ma sœur Madeleine, toujours ponctuelle, avec un gâteau. Les parents de Catherine sont arrivés ensemble. Sa mère tenait un bouquet de fleurs. Son père m'a serré la main et a dit « Ça sent bon comme chez ma mère, Thomas. C'est bien que tu sois dans la famille. » Chacun de ces mots me piquait comme une aiguille. Mais je souriais et j'invitais tout le monde à table. Nous avons mangé dans une ambiance chaleureuse. Je servais des portions de blanquette, je versais le vin, je racontais des blagues que j'avais entendues au travail. Catherine était assise à côté de moi, souriante, détendue, un verre à la main. Parfois, elle posait sa main sur mon épaule et disait « Thomas est le meilleur mari du monde, vraiment. » Les gens acquiesçaient. Personne ne savait. Personne n'avait la moindre idée. Après le plat principal, Madeleine est allée à la cuisine chercher le gâteau. Catherine riait de quelque chose que son frère lui avait dit. Son père parlait politique avec ma sœur, sa mère regardait des photos sur son téléphone. Ils étaient tous là, dans ce petit espace entouré de chaleur, de nourriture, de famille. C'était le moment idéal. Je me suis levé de table et je suis allé dans la chambre. Je suis revenu avec le classeur blanc. Je l'ai posé au milieu de la table, à côté du vase de tulipes. Les conversations se sont tues. Tout le monde m'a regardé. « Désolé d'interrompre, » dis-je doucement, « mais j'ai quelque chose à vous montrer. » J'ai ouvert le classeur à la première page. Il y avait une carte de la région parisienne avec des épingles rouges. Chaque épingle était un lieu. Motel près d'Arpajon, motel près d'Étampes, parking sur le bord de la Nationale. J'ai tourné la page suivante. Un tableau avec des dates, des heures, des localisations. Puis les relevés de cartes de crédit, les frais de péage, les captures d'écran de l'application GPS. Tout était lisible, tout était documenté. Personne ne bougeait.
Catherine regardait le classeur comme quelque chose qui serait tombé du ciel et se serait écrasé dans son assiette. Son visage est devenu blême. Pierre s'est penché et a regardé la première page. Il a lu à voix haute « 23 février, motel Arpajon, temps d'arrêt, 22h17, 01h33 ». Le silence était si épais que j'entendais le tic-tac de l'horloge dans la cuisine. Sa mère a regardé Catherine, puis moi. « Thomas, qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle doucement. « C'est l'historique des trajets de notre voiture », répondis-je calmement. « Pour les 3 derniers mois, chaque trajet, chaque arrêt, chaque transaction. Tout est là. » J'ai tourné une autre page. Des photos des reçus des distributeurs automatiques près des motels, avec date et heure. Puis une liste de noms. Martin K., collègue de travail. Catherine ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Son père plia sa serviette et la posa à côté de son assiette. « Catherine, » dit-il. Sa voix était basse mais dure comme la pierre. Elle le regarda puis moi. « Thomas, ce n'est pas... » commença-t-elle, mais elle s'interrompit. Que pouvait-elle dire? Que c'était une erreur? Que le GPS se trompait? Que les péages se payaient tout seuls? J'ai sorti des enveloppes du classeur. L'une contenait les clés de la voiture, l'autre, l'acte de cession de propriété. « La voiture est à toi maintenant, Catherine, » dis-je en les posant devant elle. « Je l'ai mise à ton nom. L'assurance, le contrôle technique, tout, elle t'appartient. Avec toute son histoire. » Je lui ai montré la pochette en plastique avec le code QR, celle que j'avais laissée sur le tableau de bord. Il y a aussi un site web. Quiconque scanne ce code verra la même chose que ce que vous voyez maintenant. Madeleine couvrit sa bouche de sa main. Le père de Catherine se leva de table et s'approcha de la fenêtre. Pierre regardait sa sœur avec un mélange de colère et de honte. Sa mère pleurait silencieusement sans regarder personne. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas insulté Catherine. Je n'en avais pas besoin. Les chiffres, les dates, les cartes, tout parlait. La vérité n'a pas besoin de mots forts. La vérité est comme un rayon de soleil entrant par la fenêtre. Soit vous la voyez, soit vous fermez les yeux. Mais elle est toujours là. Catherine s'est finalement levée. Elle a pris les enveloppes, les clés. Ses mains tremblaient. « Je suis désolée », murmura-t-elle. Mais ce mot sonnait creux, comme une boîte vide de quelque chose qu'on a mangé depuis longtemps. Désolée, n'efface pas les cartes, ne change pas les dates, ne remonte pas le temps. Ils sont partis les uns après les autres. Madeleine m'a serré dans ses bras avant de partir et a dit « Tu as fait ce qu'il fallait ». Les parents de Catherine sont partis sans un mot. Pierre a regardé sa sœur et a secoué la tête. Nous sommes restés seuls. Elle et moi dans l'appartement qui sentait la blanquette et la catastrophe silencieuse. Abonnez-vous, laissez un like et écrivez dans les commentaires si ma façon de révéler la vérité était la bonne. Après ce dîner du dimanche, l'appartement a cessé d'être un foyer. C'est devenu un lieu que je traversais, rassemblant ce qui m'appartenait, rangeant mes affaires dans des cartons que j'avais commandés une semaine plus tôt. Catherine est restée chez ses parents. Elle n'a pas appelé, n'a pas écrit, n'a pas essayé de s'expliquer. Et c'était mieux ainsi, parce que je ne voulais pas écouter. Le lendemain, après le travail, je suis allé à la banque. Le compte joint a été scindé par le système en 2 comptes séparés, chacun à son nom. J'ai reçu une nouvelle carte, un nouveau numéro de compte. J'ai calculé combien j'avais versé au cours de la dernière année pour les dépenses communes, et c'est exactement ce que j'ai pris. Je lui ai laissé le reste. Je ne voulais pas être celui qui prend plus que ce qui lui est dû. Je voulais partir la conscience tranquille sans que personne ne puisse dire « Thomas s'est vengé financièrement ». Je me suis assis devant l'ordinateur portable et j'ai commencé à passer en revue tous nos comptes communs. Netflix, j'ai changé le mot de passe et transféré l'abonnement à mon nom. Spotify, pareil. Le compte chez l'opérateur téléphonique, j'ai divisé le contrat en 2 contrats distincts. Le gaz, l'électricité, Internet, tout était à mon nom. Il a donc suffi de les informer que je changeais d'adresse à partir du 1er avril. J'ai laissé un mois à Catherine pour prendre en charge les paiements. Je lui ai donné le temps de tout régler. Je ne voulais pas qu'elle se retrouve sans électricité ou sans gaz. Ce n'était pas ma vengeance. Il m'a fallu 3 soirées pour tout mettre en ordre. Chaque service, chaque mot de passe, chaque prélèvement automatique. Je le faisais en silence, à la lumière de la lampe de bureau, tandis que la ville derrière la fenêtre bruissait de sa vie ordinaire. Les gens rentrèrent du travail, les enfants jouaient dans la cour,
Les bus passaient toutes les 10 minutes. La vie continuait, indifférente au fait que la mienne était en train de se décomposer en morceaux qu'il fallait soigneusement trier et étiqueter. J'ai loué un petit appartement à Belleville, un studio dans un vieil immeuble, 3e étage sans ascenseur, mais avec de hautes fenêtres donnant sur la rue de Belleville. Le propriétaire n'a posé aucune question. Il a accepté la caution et le premier loyer m'a donné les clés. Bon emménagement, m'a-t-il dit. J'ai hoché la tête. Le déménagement a eu lieu un samedi, avant que Catherine ne rentre à l'appartement. J'ai emballé mes vêtements, mes livres, mon ordinateur portable, quelques assiettes et tasses, du linge de lit. Je n'ai pas pris de meubles. Nous les avions achetés ensemble pour la plupart, et je ne voulais rien qui me la rappelle. J'ai pris un seul objet sentimental, une photo de mon père qui était sur l'étagère du salon. J'ai laissé le reste, même les photos de mariage qui étaient accrochées dans la chambre. Qu'elles restent dans le passé, là où est leur place. Je lui ai laissé une lettre sur la table de la cuisine. Elle n'était pas longue. Il n'y avait pas d'accusation, de larmes, de supplications pour une seconde chance. Elle était simple et factuelle, comme un mode d'emploi. Le compte bancaire a été divisé, ta part, X euros. J'ai transféré les abonnements à mon nom. Tu as 1 mois pour reprendre les factures de charge. Ma nouvelle adresse, 47 rue de Belleville, Apt 12. N'appelle pas, n'écris pas. Un avocat te contactera pour les formalités de divorce. Thomas. Derrière la lettre, j'ai laissé une enveloppe. À l'intérieur, une copie de tout le classeur de preuves, la liste des choses que j'avais prises, les clés de l'appartement. Tout était clair, tout était documenté. Si quelqu'un demandait un jour pourquoi nous nous étions séparés, il suffirait de montrer ces papiers. Je n'aurais pas besoin d'expliquer avec des mots. Avant de partir, j'ai fait le tour de l'appartement une dernière fois. Le salon où nous regardions des films le vendredi soir. La cuisine, où je lui apprenais à faire la blanquette selon la recette de ma grand-mère. La chambre, où nous avions dormi côte à côte pendant 3 ans, nous touchant du dos, croyant que cela suffisait. Le balcon où elle buvait du vin et moi du café, en parlant de projets d'avenir, des enfants que nous aurions peut-être un jour. Ces plans gisaient maintenant en morceaux, comme du verre brisé. Je suis parti à 5 heures du matin quand les rues étaient encore vides. Je descendais les cartons un par un dans les escaliers. Je les chargeais dans la voiture que Madeleine m'avait prêtée. Personne ne m'a vu. Personne n'a posé de questions. C'était comme disparaître sans laisser de traces, s'évaporer d'une vie qui avait cessé d'être la mienne. 2 semaines plus tard, je suis allé au tribunal. J'ai déposé une demande de divorce par acceptation du principe de la rupture, la procédure la plus rapide, sans drame inutile. Je ne voulais pas me battre pour savoir qui était en faute. Les données disaient tout. Le juge a accepté les documents, fixé une date d'audience. Catherine ne s'est pas présentée à la première audience. Elle n'est pas venue non plus à la seconde. Le tribunal a jugé l'affaire sans sa présence. Le divorce a été prononcé au bout de 3 mois. J'ai reçu le jugement par la poste. J'ai ouvert l'enveloppe debout dans la petite cuisine de mon nouvel appartement, près de la fenêtre, donnant sur le marché de Belleville. J'ai lu « Le mariage est dissous ». J'ai plié le papier en 2 et je l'ai mis dans un tiroir, à côté des factures d'électricité. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas ressenti de soulagement. Je sentais seulement un vide, celui que laisse une dent arrachée, quelque chose qui faisait autrefois partie de vous et qui n'est plus qu'un endroit que la langue retrouve dans les moments de distraction. J'ai rangé le classeur de preuves au fond d'un placard, dans une boîte à chaussures. Je ne l'ai pas jeté. Non pas parce que je voulais y revenir, mais parce qu'il était un témoin de ce qui s'était passé, du fait que je n'avais pas tout inventé, que je n'étais pas paranoïaque, que la vérité était la vérité, documentée par des dates, des cartes, des montants. Parfois, la nuit, quand je ne pouvais pas dormir, je me levais et je regardais la rue par la fenêtre. Les gens rentraient des bars, les taxis passaient, quelque part un chien aboyait. La vie continuait, indifférente au fait que la mienne venait de se terminer et devait recommencer à zéro. Mais j'étais libre. Libre des mensonges, de la comédie, d'être celui qui ne voit rien. La liberté avait le goût de l'eau pure, sans saveur mais nécessaire. Je la buvais à petites gorgées et j'apprenais à respirer à nouveau. Cliquez sur s'abonner, laissez un pouce bleu et écrivez si un départ en silence était meilleur qu'une dispute bruyante. Les premières semaines dans le nouvel appartement ressemblaient à l'apprentissage de la marche après une opération. Tout était à sa place, mais rien ne me semblait mien. La cuisine était trop petite, le lit trop dur, les murs trop fins.
J'entendais les voisins se disputer à propos de factures, rire le samedi soir. Parfois, je leur enviais cette banalité, ce bruit de la vie qui se déroulait sans heurts. Le matin, je me réveillais à 6 heures, sans réveil. Le corps se souvenait du rythme, même si tout le reste avait changé. J'enfilais un vieux survêtement et je sortais courir le long de la Seine. Le trajet était différent de celui d'avant le divorce. Maintenant, je partais du pont de Bir Hakeim et je courais vers le nord, le long des quais, jusqu'à l'île Saint-Louis. Parfois, j'allais encore plus loin, dans le Marais, dans un parc où les bancs étaient encore vides. Courir n'était pas un plaisir. C'était une nécessité, une façon d'expulser tout ce qui ne voulait pas sortir par les mots. Je rentrais en sueur, fatigué, la tête un peu plus légère. Je préparais le petit déjeuner. Une omelette de 2 œufs, une tranche de pain complet, un café noir sans sucre. Je mangeais près de la fenêtre, en regardant le marché. Les gens faisaient la queue chez le primeur. Les vendeurs déballaient des caisses de pommes. Quelqu'un étendait des serviettes sur un balcon. La vie quotidienne, normale, sans prétention. D'une certaine manière, cela m'apaisait. J'ai appris à cuisiner juste pour moi. C'était plus difficile que je ne le pensais. Pendant des années, j'avais cuisiné pour 2, gardé les restes pour le lendemain, partagé le dîner. Maintenant, tout se terminait en une seule portion. J'achetais de petits paquets de pâtes, une demi-baguette, 3 tomates. Le frigo était vide, mais d'un vide ordonné. Il n'y avait pas de restes qui pourrissaient parce que personne ne les avait mangés. Il n'y avait pas de plants qui s'évanouissaient. Je lisais beaucoup. Des livres que j'avais achetés il y a des années et que je n'avais jamais eu le temps de lire. Le Maître et Marguerite, de Bulgakov. L'étranger, de Camus. De vieux Simenon, que j'avais trouvé chez un bouquiniste. Je lisais le soir, avec un thé, à la lumière d'une lampe de chevet, et je ne vérifiais pas mon téléphone toutes les 5 minutes. Il n'y avait personne à qui écrire. Il n'y avait personne de qui attendre un message. Le silence était complet et étrangement honnête. Parfois je voyais Madeleine. Elle venait le samedi apporter un gâteau ou des plats préparés dans des boîtes en plastique. Nous nous asseyions dans ma petite cuisine et nous parlions, mais jamais de Catherine. Ma sœur comprenait que c'était un sujet clos. Elle me parlait de son travail, de son petit ami, du fait qu'il prévoyait un voyage en Italie. J'écoutais et j'étais heureux que quelqu'un ait encore des projets qui ne s'effondraient pas. La douleur a commencé à perdre de sa force au bout de 2 mois environ. Pas d'un coup, pas de façon spectaculaire. Simplement, un jour, je me suis réveillé et je n'ai pas pensé à elle en premier. J'ai pensé au café, au fait que je devais acheter du lait, que j'avais oublié de rendre des livres à la bibliothèque. Ce n'est qu'1 heure plus tard que je m'en suis souvenu, et c'était comme toucher une vieille cicatrice. Je la sentais, mais elle ne faisait plus mal. J'ai commencé à remarquer des choses que je ne voyais pas avant. Par exemple, que j'aime le silence, que je n'ai pas besoin d'avoir la télé allumée en permanence, de musique de fond, de conversation pour le simple fait de parler, que je peux m'asseoir avec une tasse de thé et regarder par la fenêtre, observer comment la lumière change sur les murs des immeubles, que j'étais doué pour être seul. En juin, 3 mois après le divorce, Madeleine m'a proposé de partir avec eux à Honfleur pour le week-end. J'ai hésité. Je n'étais pas sûr d'être prêt pour la compagnie, d'être la 3e roue du carrosse avec un couple heureux. Mais j'y suis allé. Nous nous sommes promenés, nous avons mangé des spécialités locales, bu une bière sur le port. Et je me sentais bien. Pas euphorique, pas merveilleusement bien, juste bien. Comme quelqu'un qui se remet d'une longue maladie. Le classeur de preuves était toujours dans le placard, au fond, dans la boîte à chaussures. Je ne l'ouvrais pas. Je n'en avais pas besoin. Je savais ce qu'il y avait dedans. Mais parfois, en faisant le ménage, je voyais cette boîte et je me rappelais pourquoi j'avais dû faire tout ça. Pas parce que je suis rancunier, mais parce que je méritais la vérité. Parce que personne n'a le droit de traiter un autre être humain comme quelqu'un qui ne voit rien, ne sent rien, ne comprend rien. Un soir, en juillet, j'étais sur le balcon et je regardais le coucher de soleil. Le ciel était orange, rose, violet, comme une aquarelle qui se diffuse sur du papier mouillé. J'ai pensé à Catherine, mais pas avec douleur, avec quelque chose qui ressemblait à de la tristesse mais empreint de calme. Du pardon? Non, je ne lui avais pas pardonné. Je n'avais pas oublié. Mais j'avais cessé de laisser ce qu'elle avait fait me définir. Parce que c'était ça ma vengeance. Pas la colère, pas la destruction de sa vie, pas l'humiliation. Ma vengeance,
c'était de m'être retrouvé, de ne pas m'être brisé, de ne pas être devenu quelqu'un d'amer, de aigri, de fermé, que lorsque je regardais la carte, je ne voyais plus des trahisons marquées par des épingles rouges. Je voyais une ville où je vis, pleine de possibilités, de routes que je pouvais choisir. J'ai pris mon téléphone et j'ai écrit à Madeleine. « Merci pour ce week-end, j'en avais besoin. » Elle a répondu immédiatement. « Toujours là pour toi, frérot. Tu es plus fort que tu ne le penses. » Peut-être qu'elle avait raison, peut-être que je l'étais, ou peut-être que j'avais simplement appris à porter la douleur de manière à ce qu'elle ne pèse pas trop. Comme un sac à dos qu'on met le matin, qu'on porte toute la journée et qu'on pose le soir. Il est là, mais on n'est pas obligé de le tenir en permanence. J'ai fermé la fenêtre du balcon et je suis rentré. J'ai allumé une lampe, je me suis servi un thé, j'ai ouvert un livre. La vie n'était pas revenue à la normale, car la normale avait cessé d'exister. Mais j'avais construit quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'appartenait qu'à moi. Et c'était suffisant. J'ai entendu mon nom dans ma tête, pas sa voix, ni celle de quelqu'un d'autre. Ma propre voix, calme et assurée, « Thomas », cela sonnait comme un rappel que j'étais toujours là, entier, pas brisé, prêt. Laissez un abonnement, cliquez sur le like et écrivez ce que vous pensez de cette histoire, sincèrement.